L'échiquier international, soyez les bienvenus. Une nouvelle frappe sioniste sur Gaza, mais aussi au sud Liban. L'entité sioniste tel un golem que personne ne peut arrêter, malgré le bilan des morts affligeant, la plupart des civils. Les médias américains affirment qu'une offensive à Rafah est sur le point d'être lancée, une offensive bien entendu qui suscite l'inquiétude au-delà de la région Rafah, une ville située à l'extrême sud du territoire côtier, près de la frontière égyptienne, dont la population a plus que quintuplé au cours des dernières semaines, au gré des arrivées des centaines de milliers de personnes fuyant les bombardements. De nombreuses voix à l'international s'élèvent contre une éventuelle opération sioniste, comme celle pourtant des alliés traditionnels de l'entité sioniste, les États-Unis ou encore l'Allemagne, qui alerte en évoquant une crise humanitaire sans précédent, ou citant également le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, qui a mis en garde contre un éventuel assaut sioniste qui s'apparenterait à une catastrophe humanitaire indescriptible. Dans la même journée, des frappes de l'autre côté de la frontière libanaise ont fait 9 morts. Qui peut donc arrêter Netanyahou dans son entreprise de mort, difficile de lire, en effet, dans la diplomatie américaine, puisqu'on critique d'un côté, d'un autre, on alimente en armes l'entité sioniste. Comme dit l'adage, lorsqu'une main apaise, l'autre nourrit la bête. Pour en parler de tous ces sujets, on a le plaisir de recevoir un invité de marque. On vous le présente dans quelques secondes, juste après le jingle. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir François Ndengwe qui réagit en direct de Washington. François Ndengwe, bonsoir et merci d'être des nôtres. Merci beaucoup, bonsoir. Merci pour votre invitation et bonsoir aux téléspectateurs. Plaisir est partagé. Alors, vous êtes directeur de l'African Advisory Board, une entreprise de consulting spécialisée dans le développement économique et stratégique de l'Afrique. Et vous connaissez aussi les relations internationales au-delà de notre continent. Et surtout, vous avez l'habitude des débats avec des responsables politiques américains. Alors, François, première question, des bombardements intensifs sur Rafah en proie à la famine. On est à plus de 30 000 morts. Des aides humanitaires au compte-gouttes, une communauté internationale au-delà de la posture oratoire bien terne. Le président Joe Biden, lui, évoque des bombardements pourtant excessifs. Et pourtant, on est presque sûr que des bombardements auront lieu encore demain et les jours suivants. Comment définiriez-vous la politique étrangère américaine du présent à l'endroit de l'entité sioniste ? Le professeur Jeffrey Sachs, qui est un Américain, qui est juif, qui enseigne à l'Université de Columbia, a écrit un récent article qui est dévastateur pour la politique étrangère américaine. L'article dit que c'est une politique qui est corrompue, menée par des gens incompétents et qui répandent la guerre. Venant d'un juif américain qui est connu pour son intégrité, c'est quelque chose qui est remarquable. Donc, on ne peut pas dire moins que ce qu'a dit le professeur Jeffrey Sachs. Et sur ce qui concerne plus particulièrement le génocide qui est en cours depuis le 9 octobre, cela fait 4 mois, ce n'est pas seulement un génocide mené par le gouvernement et l'armée israélienne, c'est un génocide mené par les États-Unis d'Amérique et le Yankee, c'est-à-dire le groupe de pays que les États-Unis colonisent directement ou indirectement, notamment en Europe occidentale. Et je crois que l'histoire retiendra cela comme, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est la fin de ce qu'on a appelé les Lumières de l'Europe occidentale et de ses excroissances dans le monde, en particulier les États-Unis et l'Australie, etc. Alors, François... Nous arrivons à un moment capital de l'histoire de l'humanité et le désastre humanitaire, le génocide, les crimes de guerre commis par la main israélienne, soutenus par les États que je viens de prononcer, montrent le degré zéro de leurs relations internationales. Alors, François Ndengwe, des images encore choquées aujourd'hui, comme par exemple des snipers sionistes qui abattent une mère et son fils près de l'hôpital Nasser à Gaza. Comment globalement est relatée la situation à Gaza au sein des médias américains ? Oh non. Il y a un journaliste qui s'appelle Tucker Carlson
que tous les médias principaux, pour moi, moi depuis longtemps, j'ai compris que la liberté de presse n'existe pas aux États-Unis, et que les journaux américains importants, que ce soit la radio, les médias, sont là pour abreuver de mensonges le public et pour soutenir les politiques guerrières du gouvernement américain. D'ailleurs, ça pourrait faire le sujet d'une thèse de doctorat, d'étudier comment le gouvernement a utilisé régulièrement la presse pour entraîner à la guerre. Et si vous vous rappelez Julian Assange, celui qui a créé les Wikileaks, à un moment donné, il disait que l'une des observations qu'il avait faites chaque fois, quand il a eu accès, avec les moyens que vous connaissez, aux documents officiels américains, et son observation, c'était que chaque fois, il découvrait que toutes les guerres américaines, et on sait qu'il y en a, ont été menées sur un mensonge, des mensonges orchestrés et relayés par les médias. Ce qui veut dire qu'en réalité, les médias savent que, et les gouvernements américains savent que, en général, le citoyen américain ordinaire, comme d'ailleurs toute personne humaine, n'aime pas la guerre. Les gens veulent vivre, élever leurs enfants et avoir le bonheur. Et donc, ils savent que le public n'aime pas la guerre et par conséquent, il faut vendre la guerre par le mensonge. Et c'est ce que disait Julian Assange. Et c'est très très clair que c'est ce qui se passe avec le génocide qui est en train d'être mené contre le pauvre peuple palestinien, auquel les pays arabes n'apportent même pas l'aide qu'elle mérite. Alors, arrêtons-nous sur ce point, justement, ces médias qui ont tenté peut-être d'amoindrir la situation catastrophique à Gaza. Pourtant, ils ont été contraints, ces mêmes médias, à répertorier quelques 700 manifestations pro-palestiniennes aux États-Unis. C'est inédit, c'est exceptionnel. Des manifestations qui ont traversé également les grandes universités américaines, les fameux Ivy League, comme Harvard et Princeton. Selon un sondage aussi, les jeunes Américains souhaiteraient tout bonnement, entre 24 et 35 ans, c'est un sondage, souhaiteraient tout bonnement la disparition de l'entité sioniste. Et on sait, durant l'histoire, l'opinion américaine a pu faire fléchir la politique étrangère de Washington. Est-ce que selon vous, en ce moment, on est dans ce cas de figure? Alors, votre question est très importante et arrive au bon moment. Parce que nous ne savons pas comment les choses vont passer. Rappelez-vous, dès le premier jour de l'attaque, quand vous m'avez interrogé, j'ai dit que Israël est vaincu. Et la boulimie de destruction et de crimes contre des enfants, des dizaines de milliers d'enfants, des innocents qui sont mal tués par des dizaines de milliers, Israël, c'est une folie guerrière qui montre que, sur le plan politique, Israël est vaincu. Et alors, ça risque d'avoir des conséquences très, très lourdes aux États-Unis. Et on est peut-être en train d'assister à un retournement du principal soutien américain. Vous voyez que ces manifestations dont vous parlez dans les campus, dans les rues et particulièrement dans la jeunesse, montrent que malgré le bourrage de crâne, malgré les mensonges des médias, des jeunes, des Américains ordinaires commencent à voir la réalité des choses et commencent à voir qu'on les a menti et commencent à voir le véritable visage du gouvernement israélien. Et alors se pose la question, pourquoi déversons-nous des tonnes d'argent, des tonnes d'armement à un pays alors qu'en Amérique, il y a des problèmes économiques énormes, des problèmes sociaux énormes à résoudre? Est-ce que c'est le début d'un retournement? Est-ce que ce sera suffisant? N'oubliez pas que le lobby israélien reste capable. Vous voyez qu'ils ont monté des cabales contre deux présidentes d'université, une femme noire, la première présidente de Harvard, qui s'appelle Claudine Gay. Et elle a perdu son travail, elle a été évincée. Une autre femme blanche qui était présidente de l'Université de Pennsylvanie, qui aussi a perdu son travail. Elles étaient trois à témoigner au Congrès. Et donc la présidente de l'Université de Pennsylvanie, la présidente de l'Université de Harvard et la présidente du MIT.
Figurez-vous, et là encore, je vais vous donner une information sur laquelle la presse internationale n'en parle pas, dont les deux premières, donc la noire, président de Harvard, a été évincée, sous des prétextes fallacieux, disons, l'antisémitisme, on les a accusés d'antisémitisme, de ne pas maîtriser l'antisémitisme dans leurs établissements respectifs. Et l'autre femme blanche de l'université de Pennsylvanie a perdu son travail. La troisième, on n'en parle pas. Est président du MIT, on ne parle pas. Je me suis posé la question, pourquoi on ne la touche pas? Et en essayant de rechercher, j'ai découvert que c'était une femme juive. Alors, pourquoi les deux autres ont été victimes et la troisième a été épargnée au point que même la presse n'en parle pas? Est-ce que c'est son origine ethnique qui est en train de la protéger? J'ai peur que ce genre de discrimination se retourne contre Israël. Et je fais bien la distinction, je ne confonds pas Israël avec les Juifs, parce qu'il ne faut pas faire de confusion. Moi, je suis contre toutes sortes de racisme, y compris le racisme contre les personnes d'origine juive. Chez moi, là où j'ai grandi, on ne faisait pas de distinction, que vous soyez blanc, noir, jaune, etc. On ne fait pas de distinction. Que vous soyez de telle religion, telle autre, ça ne nous dérange pas du tout. François Dengoué, oui. L'objectivité est de mise pour dire qu'il y a des associations juives aux États-Unis qui ont manifesté pour les droits des Palestiniens, justement, qui ont dit que Netanyahou risquait de mettre en péril leur sécurité physique puisqu'il agissait en leur nom. Donc ça posait problème. Ils ont voulu justement se mobiliser pour se départir de la politique barbare de Netanyahou. C'est important de le faire remarquer. Ah, mais il est très important de le faire remarquer. Et c'est un phénomène qui existe depuis très longtemps. C'est parce que les médias n'en parlent pas. Par exemple, il y a un jeune journaliste juif américain qui s'appelle Max Blumenthal, qui fait un travail énorme, qui a montré comment le gouvernement, les soldats israéliens sont responsables d'une grande partie des massacres qu'on attribue à Hamas. Ce monsieur est allé sur son site avec un autre juif canadien qui est son copain. Ils forment un couple, ils font un travail remarquable d'information parce qu'ils lisent la presse israélienne, ils connaissent l'hébreu, ils connaissent des choses. Ils nous ont montré par exemple que c'était même lors de l'attaque du 7 octobre, une grande partie de cette fameuse raid party, ce sont des juifs, c'est l'armée israélienne de l'avion qui ont bombardé. Et tous les crimes qu'on attribue à Hamas ne sont pas réels. Ce n'est pas moi, François Dengoué, qui le dit, c'est M. Max Blumenthal, et qui le dit en apportant des preuves. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de juifs aux États-Unis qui, malheureusement, qui n'a pas une forte écoute, mais qui sont des juifs religieux, mais qui, pour eux, disent que la création de l'État d'Israël, je cite leurs mots, entre guillemets, encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, ils disent que créer Israël a été une œuvre de Satan. Pour eux, et d'ailleurs, le rabbin de Jérusalem, qui s'appelait Sennenfeld, à l'époque, a dit la même chose. Pardon? Oui, je vous écoute, allez-y. Pardon? Oui, allez-y, je vous écoute. Il y a une petite coupure technique, mais je vous écoute. Comme dans toute chose, il faut avoir des références historiques pour bien comprendre ce qui se passe. En effet, il faut comprendre l'histoire pour faire une analyse sur la longue durée. Alors, je voudrais, il y a beaucoup de choses encore à voir, François Dengoué, avec, par exemple, cette tension entre l'Égypte et l'entité sioniste au sujet de l'éventuelle opération au sol, la Raza, qui s'esquisse, qui se dessine. L'armée égyptienne a déployé ses forces blindées aériennes à la frontière. Une invasion sioniste de la ville de Rafah est susceptible de provoquer une vague massive de réfugiés palestiniens en direction donc de l'Égypte. L'Égypte menace de se retirer du traité de paix de 1979. Est-ce que selon vous, on est au bord d'une... exagérons de manière délibérée, est-ce qu'on est au bord d'une guerre entre l'Égypte et l'entité sioniste selon vous? Oh non, pour moi, excusez-moi de parler ainsi, je ne veux pas être brutal, mais pour moi, l'Égypte, c'est du cinéma. Cette opération, je crois qu'après, on verra que tous ceux qui auront été indignes. Parce que je ne comprends pas que vous soyez à la porte d'un massacre de cette envergure continue pendant 4 mois contre des gens désarmés qui n'ont rien pour se défendre
et même ceux qui, on accuse des gens de Hamas, ils doivent se terrer dans les tunnels, ils sont sur le territoire de leurs ancêtres, des voleurs de terre sont arrivés de je ne sais où, et vous êtes là, vous prétendez être le pays arabe le plus puissant, l'armée la plus puissante, et vous n'êtes même pas capable d'empêcher que cela se poursuive par une action diplomatique conséquente. Donc moi je ne crois pas. Et d'ailleurs, ça ne me surprend pas, l'Égypte reçoit, comme Israël d'ailleurs, des milliards de dollars américains chaque année. Et peut-être que c'est cela qui explique, et si je ne me trompe, il y a même des soldats américains dans l'accord de Camp David qu'ils avaient signé, Menahem Begin et Sadat, qui mettaient en permanence des soldats américains sur le sol égyptien. Donc moi je ne crois pas que c'est de l'Égypte que va venir le salut des pauvres qu'on assassine, des pauvres innocents qu'on assassine en Palestine. Alors, on a parlé d'Égypte, maintenant parlons de l'Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a accusé les États-Unis d'encourager en sous-main l'antitétionnisme dans ses opérations de bombardement de civils, pour la plupart, en évoquant la vente d'armes américaines à l'endroit de l'antitétionnisme. Est-ce que, selon vous, les États-Unis ont vraiment les clés du cessez-le-feu en Palestine ? Alors, le cas de l'Iran est très intéressant, parce que figurez-vous que c'est en 1979, en février d'ailleurs, ce mois-ci, que la révolution iranienne a eu lieu. Et dès les premiers jours de la révolution iranienne, ils ont pris le parti pris de la défense des Palestiniens. Et d'ailleurs, même à l'époque, le gouvernement qui était venu iranien a tout aussi parallèlement a pris des décisions contre l'apartheid en Afrique du Sud. Et depuis lors, leur défense des Palestiniens a été invariable. Elle a été invariable. On peut dire ce qu'on veut des dirigeants iraniens, mais ils ont été consistants sur la défense des intérêts et la défense des Palestiniens. Alors, moi, et même d'ailleurs, on dit que les Houthis et tout ça qui ont commencé à faire sont soutenus par l'Iran. Je ne sais pas, c'est peut-être vrai, mais si c'était possible, ça montrerait encore une fois une dimension pour la justice. C'est pas les Palestiniens sont chez eux, des voleurs sont venus accaparer leurs terres, ils ne trouvent pas une défense conséquente. On a parlé du cas de l'Égypte d'ailleurs, dont le comportement pour moi est vraiment honteux. L'Iran apparaît comme un soutien à cette cause palestinienne constante. C'est tout ce que je peux dire à ce niveau. Mais dites-nous surtout sur cette vente, sur ces ventes d'armes, sur cette alimentation en armes de Washington à l'endroit de l'antitétionnisme, parce que sans armes, peut-être que l'antitétionnisme canaliserait, ou en tout cas serait obligé de limiter ces massacres. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que les États-Unis ont vraiment les clés du cessez-le-feu ? Je vous ai déjà dit, Israël, dans sa posture actuelle, n'est pas un État fiable. Si le soutien américain tombe, Israël tombe le lendemain. Et ce n'est pas moi qui le dis. Allez lire, je vous renvoie au livre de Theodor Herzl, publié en 1896, si je ne me trompe, dans lequel il dit « Nous allons créer sur cette terre de la barbarie, je cite de mémoire, sur cette région de barbarie, un État qui sera l'avant-garde de la civilisation, et donc l'assurance, il dit bien ça, l'assurance sera la garantie par toute l'Europe. » Et quand il dit bien, le mot c'est toute l'Europe, est dans son texte, c'est ce qu'il dit. Mais en fait, quand il parle de toute l'Europe, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le monde occidental. Donc, Israël, quelle est la base économique d'Israël? Israël peut vivre si Israël est engagé dans un processus de paix avec son environnement. Si vraiment on veut la paix, et moi je vous dis, je vous ai dit que j'étais un fan d'Israël, j'étais un fanatique d'Israël, quand les gens de l'OLP sont allés massacrer en septembre 1972 les pauvres athlètes israéliens à Munich aux Jeux Olympiques. Vous appelez ça un massacre, peut-être c'est une riposte aussi, mais bon, après on ne va pas rentrer dans cette discussion. Non, mais voilà. Si je rappelle cela, c'est pour vous dire qu'ensuite,
je me suis rendu compte de la réalité, en particulier à partir de 1976, quand les Israéliens ont lancé l'opération, soi-disant sur Entebbe, ils se sont vantés pour aller attaquer un État africain. Avec la complicité d'autres États africains, dont le Kenya et la Tanzanie à l'époque. Alors, là, à partir de 1976, j'ai commencé à comprendre, et quand on étudie un peu l'histoire de la Palestine, et comment le vol des terres et les mouvements comme Irgun, avec le terrorisme, a chassé près de 200 villages où on brûlait les villages des pauvres villageois pour arracher leurs terres, c'est dégoûtant ce qui se passe, et cela a continué jusqu'à aujourd'hui. Et si Israël, pour revenir à votre question, si Israël le fait, c'est parce que Israël se croit au-dessus de la loi. On parle de la loi internationale. Israël est l'un des pays qui a constamment violé la loi internationale et qui, de ce fait, rend la loi internationale très discutable. Et Israël, dans son arrogance, est allé très loin. Vous vous rappelez que vers le début de son intervention à Gaza, l'armée israélienne a abattu 3 Israéliens qui étaient presque nus et qui avaient un drapeau blanc. On s'en souvient. Quand quelque chose se passe comme ça dans une armée et qu'il n'y a pas de sanction, qu'est-ce que vous voulez, quelle conclusion tirez-vous? Alors François Ngoué, on est au tout début de la campagne présidentielle, des débats pour les présidentielles qui doivent se finaliser en novembre prochain. Alors aux États-Unis, de coutume, le lobby sioniste, l'AIPAC, dépense des millions de dollars pendant les élections contre les élus qui dénonceraient par exemple le massacre de Palestiniens à Gaza ou la colonisation sauvage en Cisjordanie. Cela s'appelle aux États-Unis du lobbying, cela se veut transparent bien sûr, mais sous d'autres cieux, cela se nomme tout bonnement de la corruption. Est-ce que les États-Unis aiment se targuer d'être la nation de la liberté, de la justice et de la démocratie, et pourtant, on le voit, le poids de l'argent pèse énormément dans les décisions politiques, voire dans la politique étrangère américaine. N'est-ce pas un paradoxe? Non, il n'y a pas de paradoxe du tout. C'est comme ça. La vie politique américaine a été structurée sur des bases qui sont très fragiles intellectuellement. Vous savez que la Constitution américaine, dans son préambule, pose un certain nombre de vues d'objectifs pour lesquels l'Union est créée, more perfect union, establish justice, etc. Mais il y a la liberté d'opinion aussi, c'est très important aux États-Unis. La Constitution, la liberté d'opinion est sacralisée. Non, ce que l'on dit n'est pas sacralisé. Je peux vous dire que il y a un groupe de Noirs américains qui, au début de la guerre en Ukraine, parce qu'ils ont eu une conversation téléphonique avec des Russes, on est venu, on a saboté un monsieur de presque 80 ans avec son association. Le FBI est arrivé chez eux vers 4 heures le matin. On a cassé leurs portes, on a pris leurs ordinateurs. Et ils sont accusés, ils vont passer devant la justice, alors qu'ils se sont des simples qui voulaient exprimer leur opinion. Non, la liberté est très, très aléatoire. Alors répondez-moi. Et dans un fond de racisme. Je suis obligé de vous couper rapidement. François Ndegoué, est-ce que selon vous, avec Trump à Washington, est-ce que l'équation au Moyen-Orient aujourd'hui aurait été différente? Oh non, je ne crois pas du tout. N'oubliez pas que c'est Trump qui a transféré l'ambassade d'Israël à Jérusalem. Trump serait encore peut-être plus sioniste, si on peut passer le mot, que le président Biden. Si les gens attendent de Trump qu'il ait une position plus adoucie vis-à-vis des Palestiniens, ils se trompent. Non, mais d'arrêter la guerre. Pardon? Peut-être d'arrêter la guerre. Ah, moi, je ne juge pas de ça. C'est vrai que le président Trump n'a pas engagé de nouvelle guerre pendant son mandat, mais n'oubliez pas qu'il a fait assassiner un général iranien. François Ngoué, malheureusement, on arrive à la fin de notre entretien. Merci d'avoir été des nôtres pour l'échiquier international. Merci pour vos analyses et vos explications. Notre rendez-vous prend fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. À demain.